Chers et chers collègues, dear colleagues, dear all, je vais la faire à la canadienne ou comme au Parlement canadien où les parlementaires parlent à la fois français et anglais. I will do as if we were in the Canadian Parliament where we speak both French and English during the same speech. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui deux prestigieux collègues d'universités étrangères. Marcos Torres-PERREIRA, pardon pour l'accent, professeur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, pardon. Et puis Thomas A. KELLEY, it's like that you pronounce, okay. Professeur distingué, distinguished, I'm not very good at pronunciation of distinguished, Professor of Law and Director of the Community Development Law Clinic. Law, it's very difficult to pronounce the word law, because sometimes we don't understand that I'm talking about law. Because in some country you have to say la, law, law, so I never know. Welcome, Marcos. Welcome, Thomas. I'm very pleased to introduce you two tonight. Alors, vous venez nous parler de vos expériences de clinique juridique dans vos établissements respectifs. You are coming to give us a speech about your experience of law clinic in your universities. It is an honor for us. As you know, our law clinics in Lyon 3 is very young, 2019, if my remembers are good. So it's 5 years old. Notre clinique juridique est très récente. À Lyon, elle date de 2019, si mes souvenirs sont bons, et elle a donc environ 5 ans. 5 ans, c'est très jeune. Mais grâce au dynamisme de nos collègues Ludovic PAILLER et Marylou FRANÇOISE, cette clinique a grandi très vite et elle a pris une place très importante à la fois dans notre faculté de droit, mais également d'une manière plus générale dans la cité lyonnaise. Mais pour pouvoir grandir encore, rien de tel que des expériences d'autres universités et d'autres pays. If we want our law clinic increase more, develop itself, it's necessary for us to share other experiences. And tonight, it will be your expertise, which is in the USA and Brazil, better than ours. Je n'étais pas très clair là en le disant. Your expertise, it's better than our expertise because we are a very young law clinic. Je vous remercie sincèrement, je remercie nos deux intervenants de la soirée, je remercie mes collègues Ludovic PAILLER et Marylou FRANÇOISE pour avoir organisé cette session. Thanks a lot to everybody to have organized this session and we will be very interested in what you will tell us. So thanks a lot for being here and thanks a lot to present your experience. Thank you. So now you're the organizer, so I let you. Yes, maybe some few words about our clinic in Lyon. The Clinic of Lyon works in collaboration with the Bar School of Lyon. We offer guidance to people with weekly meetings in every matter of law. We publish information sheets on our website, and all around the year we organize some different projects. So for instance, this year we are working with the Defender of Rights in Paris and with the Judicial Court. It's quite obvious that US, Brazilian and French clinics are different, but I'm sure that there are some similitudes. Like, for example, they have two main objectives in common with these clinics, a social objective and a pedagogical objective.
Firstly, a social objective. Clinics aim to make the law accessible. They offer legal assistance to society, to people who have neither resources nor knowledge of the law. They seek to accompany these people, inform them of the rights, and guide them towards the appropriate procedures. So legal clinics, whether American, Brazilian, or French, aim to foster the social responsibility of students. Secondly, a pedagogical objective. Clinics allow students to put into practice knowledge acquired at university. So they give them the keys to be good practitioners. They teach them how to use the right resources in a timely manner and to ask the right question and to drive conversations. So legal clinics are the bridge between legal education and legal practice. It's therefore essential to keep on improving them. So that's the goal, I think, of today's meeting, to share practices and experiences and to discuss similarities and differences between our clinics. The Lyon Legal Clinics is very active, and Professor Ludovic PAILLER and I are constantly looking for ways to make ourselves more visible and more efficient. So thank you for being here today. It's a real opportunity for us. So I will hand it over to Professor Thomas Ekili, for example, and then Marcos Torres-Perreira, and afterwards we can discuss if we have some questions. Thank you. Thank you. Speaking into a microphone. I will say that when I go to a French language movie or I'm watching a television show, I often miss a lot of the dialogue. But when you speak, I understand every word, so thank you. I have some notes just to describe the clinical program that I supervise and also a little bit about the other clinics at my law school. But I want to emphasize that I'm here, we're here. Just if you have a question, just stop me, and I'm happy to change my remarks or answer any questions that you have. So what I propose to talk about is a few words about clinical education generally in the United States. I've been doing it for 25 years, and I've seen significant changes. A few words about that. A few words about the clinic that I supervise. It's called the Community Development Law Clinic at my law school. So I'll talk about how it works and who we represent, and then I'll conclude with talking more generally about the clinical programs at my law school. We have now, when I started teaching 25 years ago, there were 3 clinics in different subject matter areas. I started the 4th clinic, and now there are 10 clinics, so it's grown significantly over the years. Okay, first topic is a few general words about clinical education in the United States. When I began teaching law 25 years ago, clinical legal education in the United States was in its, not exactly infancy, but it was still finding its way. It was at the margins of law school curriculums across the country. Many law schools, I would even say most law schools, had at that time established clinical programs, and some, even 25, 30 years ago, had begun to emphasize their clinical education as a feature of their curriculum. But many of the top law schools, the Harvards and the Yales and the Columbias, were skeptical of clinics' pedagogical value. They tended to treat it in those days like a sort of quasi-extracurricular activity, and they were reluctant to offer academic credit for the students' clinical experiences. Also, at many of those higher level schools, there are 200 law schools in the United States, even more than 200, and so I'm talking about at those the very highest, say the top 10 law schools in the United States. The supervisors, the professors, were actually treated somewhat as second-class citizens within the law faculty. All of that has changed, or at least most of it has changed. Today in the United States, any law school, even a top law school, the Harvards and the Yales and the Stanfords, cannot compete for students if they don't have vibrant clinical programs.
The top schools, really all schools, or almost all schools around the country have clinical programs, and they often feature these programs on their websites and in recruiting of students. The status of clinical professors has improved markedly over the past decades. Many are on what we call a unitary tenure track. I'm not sure what your system is here, but a unitary tenure track, like most of my teaching is in the clinic, but I have tenure just like my tenured colleagues. All of the expectations for promotion and tenure are the same as they are for my colleagues who teach in the classroom. Even those clinical professors in the United States who are not on a unitary tenure track, they tend these days to be on long-term contracts, either 3-year or 5-year contracts, which gives them good status within the institutions and also reasonable security of position. So in sum, law school clinics have moved to the center of legal education in the United States, and they're there to stay. They're not going anywhere. Why have clinics become so popular? One reason is that students find it much more interesting and engaging to learn the law by practicing it under professors' close supervision, of course, rather than sitting in classrooms. Or, that's not a good way of putting it, because they need to do both. They need to learn the theory of law. They need to learn to think like a lawyer, but they also very much want to learn, especially in their later years of law school, by doing. So that's one reason that they've grown so much, is that students have just demanded it. Another reason is that there's good evidence, and Marylou, you spoke to this. There's good evidence that clinical programs teach lawyering skills that make our graduates practice ready, meaning the day they pass the bar and they're ready to practice law, they already have pretty good skill. They know what they're doing. They know how to deal with clients. They know how to elicit information from clients. They know how to write a clear memorandum of law and so forth. And keep in mind that I'm not that familiar with your legal system, but you do have the stage, right? So that which gives someone who has been in law school an opportunity to begin to develop practical skills. We have summer jobs, but we don't have stage. We don't have articling for people who graduate from law school. So in some ways, our clinical programs, which are usually primarily for third-year law students, they're filling that purpose to at least a large degree. Now I'm going to talk a little bit about my clinic and how it's organized. I will say that at my law school and many law schools, we have clinical programs. Those are in-house. They're supervised by full-time faculty. And then there are externship programs, and externship programs where we send students out to a law office or to a governmental office, and they work there during the semester, and they're supervised by a practicing lawyer. Those are different approaches to experiential education. Personally, I think that the way that clinical programs are more valuable, but I think both are valuable. I'm just going to speak about the clinical programs, not about the externship program that we have at my law school. Okay, so a few words about the clinic that I direct, the Community Development Law Clinic. This is one of 10 law clinics at UNC, at University of North Carolina School of Law. Most of those clinics are litigation-oriented, meaning students are representing individuals, and typically they're going to court or to argue in administrative agencies on behalf of those individuals. My clinic is different. In my clinic, my students and I represent nonprofit organizations. Essentially, we do business and transactional law, but only for nonprofits. Our clients pay filing fees. For example, if they have to file a form with a governmental agency, they pay the fee, we don't. But we don't charge anything for the legal services that we provide. That's all for free. I've never totaled it up, but my students and I, over the years I've supervised this clinic, have easily provided hundreds of thousands of dollars worth of excellent legal service to organizations in our community that otherwise would not be able to afford it.
The way I organize the clinic, my clinic, is fairly typical, so I'll tell you that, and then I'll tell you just a little bit more about clinical programs generally. Each semester, I supervise 8 students in the CDL clinic. 8 students to 1 professor is pretty widely accepted in the United States as the right number. I acknowledge that that's very expensive. The fact that a lot of my teaching responsibility is only working with 8 students means that I am expensive, and clinical programs are expensive. But again, generally, it's accepted that 1 to 8 is the right ratio for clinical programs. Almost all of my clinic students are in their 3rd and final year, and they're preparing to leave law school and enter practice. Most clinics, including mine, have prerequisites, certain courses, certain classes that they have to take before they're eligible to enroll in the clinic. In my case, the prerequisite is a classroom offering called the Law of Nonprofit Organizations. It's a separate 3-credit classroom class, which I sometimes teach, although not all the time. Each student in my clinic receives 4 credit hours each semester. I don't know, again, how you do your credit system here. 4 credits for 1 semester is roughly the equivalent of a large course, a large classroom class. 3 of the credits that my students receive are for the client work that they perform. 1 of the credits that they receive is for a weekly informal seminar where they all meet with me and we do certain skills building exercises and things like that. My clinic, along with almost all of the other clinics at my law school, are graded pass-fail. The school is actually considering forcing the clinics to begin issuing letter grades, just like other classes. I think that's a bad idea, but I don't think that they're going to listen to me. So we'll see what happens. In exchange for the academic credits, my students have to perform a certain number of hours of legal work each semester. And this is determined by the American Bar Association, not by the school itself. They have to, it's actually 3 hours, 3 credits that they're getting. They have to bill 128 hours of direct legal service during the semester. That means, if you break it down, it means essentially each student is has to record and track his or her time and has to record 12 hours of client work each week. Under what we refer to as the student practice rule established by the North Carolina Bar, students are permitted to represent individuals and organizations. In other words, they're permitted to practice law so long as they're properly supervised by a professor who's a member of the bar. That's me. My colleagues who teach only in the classroom don't have to be active members of the state bar. I do. Because essentially, in some respects, the students are practicing law under my bar license. Again, in my clinic, we do business law for nonprofit organizations, and I'll give you a couple of examples in just a minute. I do all of the client intake myself, meaning I determine which clients and which legal projects are appropriate for my students. My general criteria, not unlike those that Marylou mentioned, is that the legal project will make a good learning experience for my students, and also that the project will have a positive impact on the broader community. If the idea that the organization coming to me wants to form a nonprofit organization where the goals are just ridiculous, they're unachievable, I will sometimes turn it away because we can't give free legal advice to everybody who wants it, and I want to actually have an impact on the community. Nonprofit organizations who are looking for assistance contact me directly. I don't advertise. I don't put the word out. What's happened is that I've been doing it for 25 years, and people all around the state of North Carolina know about my clinic, and so they contact me to ask for help. Typically, I exchange emails with them. Sometimes I'll get on the telephone or a Zoom meeting and kind of try and find out more about exactly what's their organization's mission and what is their legal question. And if it sounds right, then I will accept them into the clinic.
I receive many, many more requests each year than my clinic is able to accommodate. Just one note is that other clinics at my law school do their intake differently. Several of them, for example, will take only referrals from other agencies like legal aid or maybe from certain state agencies and so forth. But again, I do all mine just kind of through people contacting me. We accept a wide variety of different legal matters. We don't go to court. The other clinics, most of the other clinics at my law school do go to court and argue, go to either court or administrative agencies. We do not, my clinic, deal with disputes, and we don't go to court. We advise organizations that want to start a new project, a new organization, and we'll advise them regarding entity choice. Should they form as a nonprofit corporation? Should they begin their project as an unincorporated association? Should they start as a for-profit limited liability company? So again, we'll kind of learn more about what they're trying to achieve and then advise them what kind of entity, if any, they should form. If they choose nonprofit corporation, we will then incorporate them. We'll do all of the paperwork and establish the corporation. And usually, we will then guide those new corporations through the process, the complicated process of applying for federal tax-exempt status. We counsel organizations on proper corporate governance, and we will draft all of the corporate governance documents that they need in order to be well-structured and well-governed. We negotiate and we draft leases for our clients, and in many instances, contracts. We do a lot of contract drafting. We advise them on employment law. We help them manage their risk, sometimes by drafting appropriate liability waivers, for example. Basically, we do anything that a nonprofit organization needs done legally that I feel competent to supervise, we will take it on. So that's what we do. I pair my students in two-person teams, and each team generally represents between 3 and 5 clients each semester. I want to teach them how to juggle the demands of different clients and how to communicate with multiple clients. So it's at least part of the reason I give them multiple clients each semester. Some clients, there will really only be one project, and sometimes that work will be complete within, say, I don't know, 6 weeks of the beginning of the semester. There are other clients that are growing fast and that are dynamic and that have a never-ending list of legal questions. And so long as those questions are interesting and appropriate, we sometimes will keep working with a nonprofit organization for several years in a row. Let's see. A couple of examples of current projects. I'm just going to give you one because I feel like I'm running to the end of my time. We're right now representing an entrepreneurial, nonprofit, social enterprise that was started by a professor of public health at my university. This organization that she started collects bruised and damaged fruits and vegetables from local farmers and then turns that produce into nutritious and healthy frozen dinners. They sell the frozen dinners at upscale grocery stores and food co-ops and so forth at a premium price. They're really, I buy them, they're quite expensive. They're almost $10 for just one serving, but then they use the profits from the sale to sell the same frozen dinners for a much, much lower price in what some people in the United States refer to as food deserts. I don't know if you've heard that. Neighborhoods where healthy food just isn't available. They tend to be low-income neighborhoods where grocery stores don't want to locate. And so in those neighborhoods, the only food that people can find is basically at a gas station or a little convenience store. So anyway, this is the plan, this is the idea that this health professor, public health professor had, and the organization, originally we advised her on entity choice. Should this be a for-profit? Should it be a non-profit? Should it be a combination of both?
We actually advised her she should start it as a nonprofit. She didn't do that. She originally formed it as a for-profit limited liability company. She's been up and running for a few years. It's very successful. It's got a great reputation, but now she realizes we were right. She should have formed it as a nonprofit corporation. So what my students are now in the middle of doing, we're going to create a dual entity. They're going to be linked together, but one is going to be a for-profit LLC, the other is going to be a nonprofit corporation, and it's a delicate matter structuring something like this, and the reason is because the Internal Revenue Service, which you may have, it's our tax collector, but it's also the organization that oversees nonprofit organizations in the United States, doesn't like it. They don't like when there's a for-profit entity cooperating with a nonprofit, because the IRS is afraid that the charitable dollars are going to bleed over into the for-profit business and be taken as profits by individuals. Anyway, my students are very late. They've already established this semester the nonprofit corporation. They've done all the governance documents. They are about to apply to the Internal Revenue Service for tax-exempt status for this new nonprofit. It's been very interesting, it's been very complicated, and it's going to be a great project. That's all. So I feel like I've taken enough time. I'll only say about the clinical programs generally. As I said, 25 years ago when I began teaching, we were 3. We are now 10 clinical programs. Most of them are litigation, dispute-oriented. We have a juvenile justice clinic that works in juvenile law and the juvenile court system. We have a sexual and domestic violence clinic. We have an immigration clinic. We have a civil rights clinic, and so on and so forth. We now have 3 clinics that do non-litigation, a small business clinic for small for-profit startup businesses, an intellectual property clinic that does mostly trademark representation for both for-profit and non-profit organizations, and then mine, the Community Development Law Clinic. All right, I have gone on. I'll say one thing, which we were talking about earlier. There is a position at our law school now that's the director of clinical programs, so the director of all of the clinical programs. The 10 clinics, the 15 or so professors, the 4 full-time administrative staff, and the kind of 80 students that in any given semester are working in the clinics. And I had that position for 6 years, and just before we started, I was complaining about how incredibly challenging that job is. It's like trying to be a professor and at the same time run a pretty big law firm, and it was exhausting, so I'm just glad to be finished with it. So again, that's enough. I've got more details, but I've taken enough time, but I'm happy to answer questions once we're done. Okay. Okay. I have no idea about how it works. Thank you very much. Thank you very much. That was very interesting, and I may have 2 questions. The first one is about the skills exercise you mentioned. What are they concretely? Skills exercises. It depends on the particular clinic. Because some of the skills exercises are particular to the area of law. However, all of the clinics, when we're talking about skills exercises, all of the clinics, for example, do sessions on client interviewing. How do you effectively interview a client and elicit the information that you need? All of the clinics do skills building exercises on the lawyer-client relationship. Are you kind of the expert who knows all and sees all, and the client's only job is to give you the information, or do you want to work collaboratively with this client? And basically, where the client, where your job is to
provide options and information to your client, but ultimately the client is making the decision. So we talk a lot about that. We talk about how do you lawyer across difference, where, for example, many of our clients, they can't afford to pay lawyers, and many of them are poor, and many of them are relatively uneducated. And many of them, not in my clinic, but in many of the clinics, many of them don't speak English. And so we do a lot of teaching about how do you lawyer across difference. And part of that involves, at least for many of the clinics, how to use an interpreter. But many of our clients are Spanish speaking. We also, though, do, I do a skills building exercise on what do you do when your client asks you to have a look at that contract for me? What does that mean? And concretely, what steps should you take? It involves, you know, some of the skills building involves just basic legal writing. We have a different course in the law school that teaches effective legal writing, but I also, in my clinic, do a lot of sessions on how to structure memorandums of law, how to, for example, take complicated legal issues and explain them appropriately in lay language to a non-lawyer client. So those are some examples of the skills building that we do. Some of what I do in my clinic also has to do with certain kinds of, something that we do a lot is incorporate. We form new corporations, and so I do a skills building session on like the 3 things that almost everybody messes up when they try to do it themselves. And so I teach my students how to properly incorporate a nonprofit corporation in North Carolina. Similarly, in applying for tax-exempt status, there are common mistakes that people made. It's a very long, very complicated government form that organizations have to fill out. And so I do a skills building session that's particular to how to apply for tax-exempt status and not have it rejected. So does that give you some sense of the types of skills? Yes, that's very interesting to improve our own diploma about legal clinic and legal clinician. My other question is about lawyers. Is there any competition with lawyers? I mean, isn't that an unfair competition with lawyers that to afford a free service to non-profit organization, but also to profit organizations? Yeah, that's a great question. And back when I started the Community Development Law Clinic 25 years ago, one of the reasons that we chose to only represent nonprofit organizations back then is because nobody represents nonprofit organizations for money, or at least it's relatively few nonprofit organizations can afford to pay lawyers. And we didn't want to go into competition with members of the bar, with our own graduates. So how do we deal with that? What we say, and I think there's a lot of truth in this, is that we're growing clients who are going eventually to pay the lawyers to do their legal work. The vast majority of the clients in my clinic, as well as the clients in all of the other clinics that we have, they could never afford to pay a lawyer. And so we are filling that need. In the United States, we have, what we often refer to as an access to justice crisis, in that if you're really poor, you can oftentimes, not always, but you can oftentimes get assistance in civil matters from legal aid, lawyers who are paid, not well, but they're paid to represent the civil legal needs of poor people. And if it's a criminal matter and the person can't afford a lawyer, our Constitution actually requires that they be provided counsel. But for everybody, there are strict guidelines about who qualifies. And in order to qualify for that kind of representation, you have to be extremely poor, breathtakingly poor. So everybody between that poverty line and rich can't afford a lawyer, or it's extremely difficult. We're down kind of toward the bottom of that.
people who really practically, people and organizations who practically cannot afford legal representation and would have not, they'd try to do it themselves if we weren't available, and if they did it themselves, they'd mess it up. They'd do it incorrectly. So to answer your question more directly, we really don't compete with the bar. We're really not taking clients away from practicing lawyers. Something I will say, just on the general topic of competition, is that when we go head-to-head with lawyers from the community, we're often representing the poor people against the corporation or against the government agency. And when we represent those poor people, we beat them all the time because we work so much harder than the lawyers who are working for law firms or government agencies. I think that they take us lightly because they think, I'm against a bunch of law students, this is going to be wonderful. And then the law students just out-lawyer them. So there is that kind of competition. And it's a competition that I have to confess I enjoy. Thank you very much. Maybe, can I ask a question? Yes. Maybe you told it, but I'm not sure. You told us that it was possible to get 4 credits if you belong to law clinic. But I wanted to know if you had a specific diploma for students who work at the law clinic, because we do it in our university, so I wanted to know if it was an experience you had. No, you have? Yes, civis. Bon, bonsoir. Je vais être attentif à la question du temps. Je sais que je parle beaucoup. D'abord, il est indispensable que je remercie à l'université. Vous ne vous rendez pas compte comme je suis content, non seulement d'être ici ce soir, mais de revenir à l'université. Je suis très remerciant à Lyon 3. Je pense certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui. J'ai eu la chance de partager un peu certains moments de mon parcours ici avec vous. Je suis très remerciant à l'Université Jean Moulin Lyon 3. J'ai eu la chance de soutenir une thèse doctorale ici, alors c'est avec grande joie que je reviens à cette maison juridique. Bon, pour toucher directement les thèmes, je vais essayer de parler un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en anglais. Hein. Et peut-être pour certaines choses, je vais essayer de mettre l'attention sur l'anglais. Je comprends tout. Jusqu'à présent, je comprends tout. Merci. Merci beaucoup. Quelle est mon expérience au domaine de la clinique juridique? C'était au tout début de mon parcours à l'Université fédérale de Rio. Ça faisait peu de temps que j'ai commencé mes activités là-bas en tant que professeur. Alors, j'ai pris la direction de la clinique juridique, qui
un rôle un peu différent pour certaines raisons que je vais essayer d'expliquer ici. J'imaginais déjà quels seraient, disons, les points de doute ou les choses un peu différentes parce qu'on a un contexte différent au Brésil. Et j'ai dirigé la clinique pendant 2 ans. C'était une expérience très enrichissante, mais je n'ai pas de projet de retourner à diriger la clinique juridique parce que, comme mon collègue a dit, on a beaucoup de travail, notamment parce qu'au Brésil, c'est un peu différent. Quand on dirige la clinique, parce que les universités, si elles ont une certaine capacité d'élèves, elles sont obligées d'avoir une clinique juridique. Et ça, en vous répondant déjà là, sur la question du parcours, parce que la formation, elle dure 5 ans, et pour les 2 dernières années de cours, les étudiants sont obligés de suivre, disons, la formation pratique auprès de l'université. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des crédits pratiques et des crédits théoriques. Pour les crédits théoriques en salle de cours, on enseigne, par exemple, comment écrire une demande de prestations alimentaires ou des pièces juridiques écrites pour des questions criminelles ou pour les droits du travail. On est soumis à beaucoup de règles, non seulement les règles, disons, de la législation, mais aussi des règles imposées par les barreaux d'avocats. Le Brésil est divisé en 27 juridictions, ça correspond aux 26 États et au district fédéral. La structure du droit brésilien, ça me rappelle un peu ce qu'on a aux États-Unis. On a le niveau fédéral et le niveau des États. Certaines choses, on travaille devant les juges et les tribunaux fédéraux. Pour la plupart des questions, je dirais, on travaille pour ce qu'on dit la justice ordinaire commune au niveau des États. Et pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, comme l'université est fédérale, on ne pourrait pas, comme la clinique d'une université fédérale, poser une plainte contre l'Union parce qu'on était payé, parce que c'était notre employeur. Il y a une règle dans la loi pour ça. Alors, parfois, on recevait des plaintes rattachées, par exemple, une révision de la valeur de la retraite qui est payée par l'État. On disait, excusez-nous, mais on ne peut pas s'en occuper de votre affaire. On a certaines limites, disons, en raison du domaine. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une chose que je pense que c'est important d'éclairer, le système brésilien est un peu différent. En raison de la vague de l'accès à la justice, on a une loi de 1950 sur, disons, l'assistance juridique gratuite. Si j'ai fait des erreurs en français, n'hésitez pas à me corriger, qu'on doit offrir à ceux qui en ont besoin. On a changé, on a mis à jour certainement cette loi, parce qu'elle est de 1950, mais certaines choses restent actuelles. Et cette loi impose aussi certaines obligations à travers les barreaux. Par exemple, qui va travailler de manière gratuite pour les gens? Et il faut observer que beaucoup de gens au Brésil sont pauvres. Si beaucoup de gens aux États-Unis ne peuvent pas payer un avocat, vous pouvez vous imaginer au Brésil, notamment dans certaines villes ou dans un environnement, disons, des favelas ou des communautés pauvres. Alors, il y a au Brésil une chose qu'on appelle défensoria pública. Et j'ai essayé de garder l'expression originale. Je ne sais pas exactement comment j'expliquerai en français. C'est quelque chose pareil au parquet, mais ce n'est pas le parquet. C'est un avocat d'État non plus. C'est une institution où il n'y a que des avocats, disons, bénévoles pour ceux qui ne peuvent pas payer. Mais c'est une institution publique de l'État. Au principe, certains États ont créé. L'État de Rio était l'un des pionniers.
Il y a 20 ans, pas tous les 27 unités fédératives possédaient une défenserie publique. Et on a créé aussi une défenserie publique au niveau de l'Union, de la fédération, pour travailler auprès les cas et les tribunaux au niveau fédéral. Parce qu'aux États-Unis, même si on tranche la plupart des problèmes au niveau des tribunaux des États, certaines matières, certainement, on doit les présenter, on doit les revendiquer au niveau des tribunaux fédéraux, on applique les droits fédéraux. Et une chose intéressante, différemment de ce qui se passe aux États-Unis, même si on a les tribunaux de chaque État, les droits communs sont les mêmes pour tous les pays. On adopte les mêmes codes civils, les mêmes codes criminels, les mêmes codes de procédure. Ce n'est pas comme aux États-Unis où chaque État a des lois très particulières. Alors, les avocats, à travers les barreaux d'avocats, font aussi un travail parallèle à ce qui fait les défendeurs. C'est que je reviens. Alors, qui s'en occupe de ceux qui ne peuvent pas payer un avocat? C'est la défenserie publique, qu'il y en a partout, dans tous les États et au niveau fédéral. On a les cliniques juridiques et les avocats, en raison même de leur code de conduite imposé par les barreaux d'avocats, sont obligés parfois à s'en occuper. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est plus rare. C'est par exemple, il y a une situation d'urgence au tribunal, on passe et il n'y a pas d'avocat disponible, le juge peut revendiquer la présence d'un avocat, on dirait d'un jeune avocat, pour être présent dans une séance ou dans une audience pour s'en occuper du cas. Il y a même des sanctions. Seulement dans certains cas, on peut refuser les services. En revanche, il est intéressant aussi d'observer qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle travail gracieux. Je dirais, à une assistance gracieuse, comme si c'était, entre guillemets, de la charité. Moi, je fais à plusieurs moments pour des personnes que je connaissais personnellement, des personnes vraiment pauvres, d'habitude des affaires qui touchaient des enfants, où je voyais que les gens étaient au bord du désespoir, etc. Moi, je fais comme un service bénévole, mais ça c'est un peu particulier parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses bénévoles dans ma vie. J'ai eu des expériences un peu exotiques, j'ai travaillé aux Jeux olympiques pour travail bénévole, des choses comme ça. Alors, j'ai fait ça aussi pour mon activité formelle. Ça, je passe parce que c'est pour seulement donner une idée du système judiciaire, je l'ai déjà expliqué. Seulement pour vous donner une idée disons, du contexte de pauvreté. Le travail de cette institution est tellement important parce que sur la Constitution, on parle des tribunaux, du parquet, des avocats d'État, et on parle aussi de cette institution. Je peux vous transmettre après cette petite présentation, mais pour vous donner une idée de la complexité. Et alors, comment ça marche la concurrence avec les avocats pour qui on paye? D'abord, il faut éclairer que on ne peut que, disons, travailler pour des gens qui, d'une manière objective, n'ont pas de conditions vraiment de payer pour un avocat. Autrefois, on suivait les critères de la loi. Il y avait une limite. Les gens qui gagnent seulement un salaire minimum. On a commencé à élargir ça. Et les dernières années, on a beaucoup élargi. Parce qu'on a un phénomène que je pense qu'il y a ici en France, aux États-Unis, de l'appauvrissement de la classe moyenne. Et les critères se sont tellement élargis qu'on considère, à travers la jurisprudence, même si la personne gagne 5 salaires minimum, ce n'est pas mal au Brésil pour beaucoup de gens, mais elle a une telle dépense de médicaments, d'assurance santé, etc., que les critères est celui suivant.
la personne ne peut pas payer l'avocat sans endommager sa propre subsistance. Comme ça, si la personne demande, bon, je gagne bien, mais j'ai une dépense énorme de médicaments, etc., et elle démontre ça, elle a droit à l'assistance. Bon, il y a tellement d'options, mais qu'est-ce que les cliniques juridiques font? S'il y a tellement d'options, s'il y a une institution pour ça, la demande est tellement énorme partout au Brésil que les cliniques juridiques ont du travail, et beaucoup de travail. Mais quels sont les critères? On est surveillé par les barreaux. Les universitaires, ils ont des règles d'enseignement juridique. Toute clinique juridique, elle doit travailler dans 3 domaines au Brésil. Droit civil, droit pénal et droit du travail. C'est bizarre, mais c'est ça. Alors, la clinique, quand je dirigeais, on avait des collègues de tous ces 3 domaines. On s'en occupait de beaucoup d'élèves et chaque professeur avait son groupe de travail. Et quand ils suivent les crédits théoriques, ils suivent des semestres en domaine de droit civil, un semestre en droit criminel et un semestre en droit du travail en salle de cours, parce qu'on a beaucoup de spécificités pour tous ces domaines. Pour finir et être objectif, travail subsidiaire. Qu'est-ce qu'on fait? Une orientation pour éviter la mauvaise concurrence qu'on reçoit, c'est qu'on essaye de faire un travail supplémentaire. Et évidemment, on ne peut que donner de l'assistance aux gens démunis. Et l'orientation, comme il y a plus d'une université, une école de droit à Rio, par exemple, c'est une grande ville, ok, mais il y en a quelques écoles de droit, on doit s'occuper de l'environ géographique. Nous, par exemple, nous étions au centre-ville. Nous essayons de nous occuper des communautés qui vivaient dans la favela, qui étaient proches à la faculté de droit. On a certains critères. On travaillait sur les domaines, ces domaines que j'ai bien démarqués, mais c'est très vaste, civil, pénal, droit du travail. Et moi, comme j'étais plein d'énergie, je venais d'arriver, je dis, bon, il faut essayer de créer des projets, des choses qu'on puisse développer. Qu'est-ce que je sais faire? Je viens du droit international privé. Alors, j'ai créé un projet pour l'assistance juridique aux étrangers qui vivaient à Rio. Rio était dans une phase merveilleuse, il y avait 10, 12 ans. Il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient allés vivre à Rio, mais beaucoup d'eux étaient au chômage, étaient pauvres. Il avait beaucoup de problèmes pour les documents, des choses comme ça. Je pense que c'est un travail semblable aux cliniques, et j'imagine en Europe, il y en a beaucoup d'organisations qui travaillent pour les migrants, pour les questions de documents. Une autre chose intéressante, ça je pense que ça serait peut-être une contribution. À l'époque, on a réformé notre règlement de la clinique juridique. J'étais le responsable à l'époque. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi sur les suivants. Bon, il y a une communauté énorme dans la favela à côté. Disons qu'un grand supermarché a vendu un produit avec problème et 300 personnes arrivent ici pour demander de les soutenir pour une plainte en droit de consommateur. Cela ne nous intéresse pas, parce que cela n'est pas très intéressant pour les étudiants. Il faut que les étudiants prennent des choses, disons, plus motivantes. On peut même prendre 3 ou 4 cas, mais il faut faire d'autres choses. On a une clause d'intérêt académique. On pourrait refuser les affaires qui ne sont pas intéressantes du côté académique. Ce n'est pas qu'on va abandonner, parce qu'il y a d'autres cliniques, il y a des avocats qui font le travail bénévole, il y a des organisations des droits de l'homme. Ces gens-là, ils ne seront pas sans avocats, ils trouveront un autre moyen pour garantir leurs droits. Mais notre clinique pourrait s'en occuper peut-être de quelques-uns et prendre d'autres cas. Une autre chose qu'on a établie, c'était développer un peu le côté labo de recherche, labo, disons, du côté académique. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça?
faire les activités comme consultancy, je ne trouve pas le nom maintenant en français, consultation, donner de l'avis juridique pour des contrats, pour une entreprise qui vient naître, une entreprise sans profit, des choses comme ça. Et peut-être la cerise du gâteau, travailler avec des avis pour des choses rattachées aux droits de l'homme. Par exemple, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donner des avis ou préparer des activités de base comme amicus curiae. À l'époque, on a eu une expérience extraordinaire. Je m'intéressais pour les thèmes des droits de la famille. On a contribué à l'affaire de la Colombie pour les mariages de personnes du même sexe. Il y a eu un amicus curiae de plusieurs professeurs de plusieurs pays. On a travaillé sur, disons, un texte, un aperçu en expliquant les droits en matière de droits comparés, comment était la situation au Brésil, en matière de droit régional, etc. Ça, c'est une chose qu'on a trouvée intéressante. Là, une autre chose que je voudrais éclairer, on essayait de faire la clinique connue, on essayait de contribuer pour la société, on disait dépasser les portes, les murs de la clinique. Qu'est-ce qu'on faisait? Rio, c'est une ville complexe. On a les communautés pauvres au favela. On a fait beaucoup d'activités, disons, d'éducation en droit de l'homme, avec des petites guides imprimés. On a reçu, évidemment, de l'argent pour ça. On a fait le travail de préparer une guide, je peux vous montrer, dans un langage qui utilisait un langage très direct, très simple. On a travaillé avec une guide pour les femmes et les personnes LGBTI. Qu'est-ce que je dois faire si je suis offensé dans le supermarché? Qu'est-ce que je fais en cas de violence sexuelle? Qu'est-ce que je fais dans l'hypothèse de discrimination, des choses comme ça? Et 2 ans après, on a reçu beaucoup plus d'argent. C'était une guide informatique, je vais vous montrer ça. On a développé une guide pour les étrangers. Toutes les orientations. Je suis étranger, je vais étudier à l'université. Quelles sont les règles? Je suis étranger, je vais me marier au Brésil. Quelles sont les règles? On a essayé de travailler avec ces guides. Mais pour la première guide des droits pour les femmes, les personnes LGBTI, on a fait beaucoup des activités de rendez-vous dans les communautés pauvres à Rio. Ce n'était pas une aventure. Il faudrait l'autorisation de responsables pour les crimes organisés de la région. C'était dans certaines journées, on était autorisé à entrer, mais la vie réelle, des choses comme ça arrivent. Alors, on avait certains défis. Mais c'était des activités très intéressantes. Et pour la clôture, il y a des défis. Comme je travaille avec les droits internationaux privés, je sais que mon collègue adore aussi les droits internationaux privés. J'ai vu, et vous tous, j'ai vu en ligne. C'était intéressant parce que c'était motivant. Parce que d'habitude, les étudiants n'ont pas... Ici en France, c'est plus usuel parce qu'on a beaucoup plus de cas. Mais au Brésil, les étudiants disaient, mais c'est un domaine très fermé, on ne trouve pas souvent des cas des droits internationaux privés dans la cour, d'opportunités de stage dans ce domaine. Alors, on a développé un peu ça, et même pour rendre les traités, les matériaux un peu plus connus pour la formation des étudiants. Il y a des grands défis, je pense. On doit faire une contribution pour la société, mais on doit sauvegarder notre intérêt académique pour l'institution et peut-être développer des stratégies d'excellence. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Et je sais que mes collègues font encore. Peut-être se spécialiser dans certains domaines. Ce sont des domaines peut-être de spécialité de professeurs, de responsables de la clinique. On ne va pas réussir, je pense, à faire la clinique générale avec excellence en tout. Peut-être il faut développer certains domaines, certaines stratégies, et peut-être certains domaines ou stratégies qui, pour exemple, soient plus importants pour la ville de Lyon. Quels sont peut-être certains domaines très importants en matière juridique pour la ville de Lyon?
Je sais, par exemple, j'ai parlé avec un collègue qui travaillait au nord du pays, qui était une région développée d'agriculture. Il y avait beaucoup de ganado, je ne trouve pas le mot, de cows, de l'élevage. Ils ont développé un programme pour ça, des contrats, des choses comme ça, pour attirer les producteurs locaux à utiliser la clinique juridique de la région. C'est un laboratoire pour les étudiants, mais un grand défi pour moi, je devenais presque fou, j'imagine que vous avez peut-être des inquiétations, la question de la responsabilité civile, parce qu'on surveille les étudiants. C'est la signature du directeur de la clinique ou de l'avocat qui travaille pour la clinique quand on envoie les documents ou peut-être les communications, des choses comme ça. Ça, c'est une chose qui m'inquiétait tout le temps. J'avais peur que quelque chose m'échappait, je n'étais pas au courant et que je serais le responsable. Ça, je sais que c'est un problème. Et les défis de l'institution, les défis de la société, de la ville et les possibilités de la clinique. Je m'interrogeais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de budget, des choses comme ça? Bon, c'est ça, j'ai fini parce que je parle beaucoup. Pendant le temps, peut-être il y a des questions, j'ouvre seulement les guides pour vous montrer, pour vous donner une idée. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Ces guides que je montre, c'était celui qu'on utilisait dans des communautés pauvres. On les pliait en trois. C'est pour ça qu'il a cette forme. On a reçu à l'époque l'argent pour faire l'impression. I was going to say, in English, we often, I don't do these, but we call them Know Your Rights presentations. And when, as you described, going to the favela, the people in the United States refer to it as street law clinics. I don't know if you use that terminology. We don't. I think we don't use these words, but we do it. And there is a detail. I think maybe here in France it's the same, but I know in the US it's very common. At school, at basic school, people have notions about the Constitution and things like that. In Brazil, people don't. Les gens n'avaient aucune idée de certaines choses, de la Constitution, de leurs droits, des choses minimales. Il faut vous rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas d'existence juridique, ils n'ont pas de certificat de naissance, ils n'ont pas de document d'identité. Parfois, cette défenserie publique ou même les cliniques, les barreaux d'avocats, ils font des travaux. Bon, on va un samedi passer la journée là-bas pour essayer avec un notaire volontaire pour enregistrer les gens. Des enfants qui ont 5 ans n'ont pas encore un certificat de naissance. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est ça. Did I answer your question? Yes, yes. But we did kind of this work. Merci beaucoup, Marcos. Je crois que la comparaison, finalement, est très intéressante lorsqu'on y ajoute la vision française où on est cantonné dans un spectre plus réduit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller devant les tribunaux avec nos étudiants. Le droit de donner des consultations gratuites existe dans les textes, mais nous est refusé par la profession d'avocat qui attaque sur ce terrain concrètement, alors que textuellement, nous pourrions donner des consultations gratuites. En revanche, le formulaire « Know Your Rights », c'est quelque chose qu'on pratique. Et à cet égard, nous, on s'était interrogé sur d'autres formules pour être plus accessibles au jeune public et au mode de consommation des jeunes publics. Parce qu'on le faisait d'abord sur un format PDF qu'on diffusait en ligne, ce qui marche bien, mais sur une génération trentenaire, quarantaine. Et pour aller vers les jeunes publics, on avait essayé le format vidéo et on s'était interrogé sur des formats plus TikTok, Instagram. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter au Brésil déjà? Est-ce que ça correspond peut-être au mode de consommation d'informations au Brésil, comme ça correspond au mode de consommation de la jeunesse en France? Ça, je pense. Ça.
Je pense que ça correspond à... Bon, il y a, disons, un décalage. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai eu cette expérience. J'accompagne un peu. Mes collègues sont encore en train de faire ça. Je garde les contacts. Ces projets, même quand j'ai laissé la clinique, ils sont restés en activité pendant quelques temps. J'y allais parfois à la clinique, qui est à l'intérieur du bâtiment de notre faculté de droit. Madame a eu l'opportunité de visiter une fois. On a des défis. Je pense que pour les nouvelles générations, il faut certainement utiliser tous ces moyens pratiques et très instantanés que les jeunes adorent. Je comprends ces restrictions. Peut-être, je ne sais pas, investir un peu dans ce côté labo, simulation. Je ne sais pas, peut-être la question d'amicus curiae, je ne sais pas si ça serait possible pour vous, mais on utilisait un peu ça. Mais il y a plus de 10 ans, on faisait ça, les visites réelles, on utilisait ça. En revanche, l'autre guide qu'on a produit, c'était c'était en ligne, c'était un projet avec une institution. On avait les soutiens de la mairie de Rio. Alors, c'était quelque chose qui était disponible sur une page d'Internet. Et on travaillait en partenariat avec un commissariat de police qui était spécialisé à Rio pour les étrangers, pour les touristes. Mais c'était, disons, à la fin de ma période à la clinique juridique. C'était quelque chose de plus numérique, disons. On a eu un bon retour. On recevait des messages, des mails. C'était intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, peut-être, si vous faites ça, peut-être des lives de TikTok ou une guide disponible en ligne, je pense que ça serait peut-être le chemin. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question. C'est juste pour essayer de confronter les idées. Peut-être Just Thomas. a question for you, the French professors, or professors in the French faculty. You know what I mean. Yeah. But the question is in the United States, is it like the United States where there's a lot of pro se representation, meaning a lot of people who can't afford to pay lawyers, so they just go to court by themselves and go try to argue their case before the judge. Does that happen in France? Not so much. No, I think the situation is very different because our system of legal aid is much there is better. a legal aid, and sometimes the presence of a lawyer is compulsory. Yeah. So the state must guarantee the access to a lawyer because the civil proceeding code impose in some particular proceedings that a lawyer must be there. Well, that's the way it should be, but that's not the way it is in the United States. So in the United States, people can lose their parenting rights, people can lose their homes, people can lose very fundamental civil rights, and they don't have a constitutional right to representation. So what I was thinking of is No, I think our clinic is doing its work before the process. We are just here in many cases to give an advice about the necessity to get to a lawyer and to get to court, just to have another way to solve the problem. But we are the very first step on the legal reasoning about a problematic situation. And you mentioned both that the bar was involved in, as far as I have understood, in the somehow guidance of how the law clinic should be organized. And it seems to me that maybe we can go in that way, ask the bar to tell us what they may need, and maybe to involve lawyers more in the organization of the clinic, but not only the student at the bar school, but maybe some, I don't know,
lawyers of the There is a debate about this. 2 years ago, the National Bar Association adopted a resolution about the necessity for law faculties and local bar association to get involved in a partnership organizing legal clinics in every cities, in every bar association. We use that resolution to conclude such partnership with the Lyon Bar Association, with the with the Bar School of Lyon, but that is there is no more guidance, no more guidelines about how to organize a legal clinic, what is expected from a legal clinic, how it could intervene in legal affairs, and so on. So the most is to be done still. In the United States, again, it sounds, I didn't realize that Brazil has a somewhat similar federal system, but for the most part, the question of whether students are or are not permitted to practice law while they're in law school is a matter for the state bar, the various state bars. Each state bar, at least as far as I know, every state bar in the United States has what it refers to usually as the student practice rules that do kind of lay out what is and is not permissible and what kind of supervision is required and which kind of students qualify. It strikes me that as you're strategizing to grow clinical legal education here, it might not be a bad project to choose a few states and look at their student practice rules. I think that what you'll find is that law school-based clinics in the United States are given much, much more discretion to choose what areas of law they're going to focus on. But again, for you, if you're trying to suggest that your bar adopt rules and sort of become a partner in these efforts, which they should, maybe those rules in the United States, and I don't know whether the rules in Brazil would be a helpful guide. Maybe why not to make stronger connection with bar les commissions, par exemple commission des mineurs, commission, je sais pas, because these small groups of lawyers, I know that the commission des mineurs does that. They are giving free legal advices. So maybe to integrate this session of free legal advices that already are giving to the children, for example. I have only this one in mind, but maybe there are some others. But maybe that could make the first connections to see how they can use maybe all students or clinicians into this already scheduled free session of legal advice. Yeah, we are already doing it with another organization that exists in France that is under the supervision of the Judicial Court of Lyon, which is the local council for legal aid, which is an organization, a public organization that is supposed to organize legal aid, free legal aid in particular, within the territory, within our département, the Rhône. And our students are doing externship in Maison de la Justice et du Droit, Law and Justice Home, where people can get some free information, some free legal information. So we are already doing it. But with the Bar Association, it is harder because there is still some reluctance about legal clinic. They don't know really what it is. It is not well known in France, legal clinics. The first legal clinic in France, it was in 2008. So it's very new in our countryside. So we need to get some knowledge about it, how it works. There is various types of legal clinics. We have a general one, but in Grenoble, there is 3 or 4 particular clinics about human rights, about domestic violence, and so on. So it is still very difficult to have a quiet discussion with Bar Association on this issue.
Est-ce que je peux peut-être suggérer quelque chose? Je vois que le contexte est complètement différent. Au Brésil, on a un contexte, disons, d'obligation. On doit le faire. Ici, c'est une chose non seulement nouvelle, mais malheureusement, il faut que vous vous battez contre les restrictions, disons. Qu'est-ce que je pense? Peut-être une suggestion. Je pense que Madame a raison. Peut-être vous réussirez peu à peu à avancer, à gagner du terrain avec des alliés à travers les accords. On va faire un projet sur les droits de l'enfant avec la commission telle. Et une chose, parce que le peu que je connais un peu la France, je vois parfois très souvent journée portes ouvertes, peut-être un partenariat avec les barreaux, avec la commission, avec la cour. On va faire journée portes ouvertes le 13 mai pour la consultation gratuite en matière de droits de l'enfant, en matière de droit de la retraite. Peut-être viser peu à peu certains domaines, peut-être un projet pilote, peut-être essayer une journée, une fois, un thème, peut-être un thème qui soit intéressant pour certains gens. Ce n'est pas le cas maintenant, mais par exemple, le vendredi, c'est la journée du droit des femmes. Ce ne sera pas maintenant. Peut-être le 8 mars 2025, on fera une journée portes ouvertes, consultation, les violences, les droits de la famille pour les femmes, des choses comme ça. Peut-être profiter aussi, disons, du côté médiatique. C'est la date telle de journée des droits de la femme. Je vois partout les affiches, je sais que la métropole de Lyon fait beaucoup d'activités. Peut-être en avance pour l'année prochaine, faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je ne vais pas être, disons, faire l'intromission dans votre travail. Ce n'est pas ça, pas du tout, s'il vous plaît. C'est seulement peut-être suggérer, parce que là-bas, on a fait des choses pareilles comme ça. On a eu de bons résultats. Évidemment, on avait le soutien du barreau, de beaucoup de choses, parce qu'au Brésil, les barreaux, c'est parfois même un peu gênant. Ils sont tout le temps, ils font tout, ils sont tout le temps. Et une fois par semestre, même l'examen pour préparatoire pour la licence d'avocat, ils font une séance pour nos étudiants. Les étudiants sont soumis à un examen dans l'espace de la clinique par l'équipe du barreau. More question, maybe if you allow me. So you're doing litigation clinic mostly, but are your students trained within the clinic to mediation or alternative to litigation? I don't know, in the skills that you are teaching to them, how to solve maybe a conflict without going to court with the help of legally trained people. Is that something that you do in both systems? Negotiation and mediation are definitely part of the skill. Students are trained in those. Trying to come to an agreement and avoid going to court is an important part of what lawyers do. And there are certain clinics, none at my school, but there are certain clinics who that's all they do. It's a mediation-focused clinic. So it's definitely part of what clinical programs in the United States do, and those are skills that are featured as very important. At our school, we do not have a specific clinic. C'est très important ce que vous avez dit. Comme j'ai expliqué, ça fait déjà quelques temps que je travaille comme le directeur de la clinique. Mais par exemple, au Brésil spécifiquement, on a eu un nouveau code de procédure civile en 2016. Et on a changé beaucoup de choses et on a mis beaucoup l'accent sur, disons, les méthodes alternatives de solution des litiges, où on a eu beaucoup où on a essayé de fomenter beaucoup, de stimuler beaucoup l'arbitrage, tous les moyens disons, de solutions amiables.
Je sais qu'il y a 2 collègues qui ont créé des projets pour développer, disons, de formation, pour des techniques aux étudiants, comment faire ces discussions, comment suivre ça auprès les clients, les parties. Peut-être ça serait une chose intéressante aussi, parce que je comprends que vous avez des restrictions pour travailler à la barre, à la cour. Peut-être viser un peu plus sur les alternatives que vous pouvez faire. Et ça serait peut-être une chose intéressante. Et ça, je reprends un peu ce que vous avez dit de jeunes. Ça, c'est une chose que les jeunes trouvent très intéressante. Ces activités de formation, de solutions amiables, des choses comme ça, ça serait, je pense, une chose très intéressante à développer. You said also that you, in some of your clinical activities, you were producing white papers, for example, policy papers, or maybe I mistook that, but I know that certain clinics, they never go to court. The students focus on a particular human rights issue, for example, and they will, during the course of the semester, produce well, not unlike some of the reports, I think, that you projected. They'll put together kind of a policy brief that they then will give to a particular human rights agency, or they will present it to a body at the United Nations. So it's a way that students can do legal work and legal analysis and build legal skills, but it's not in competition with the local bar. And so I don't know whether that's something that, we have a human rights clinic at our law school, and that's really what they do. They don't represent individuals. They don't go to court. They produce policy papers. Sometimes they testify. Yes. That's a way to make our students work. We also tried an amicus curiae in front of the European Court of Human Rights. That was 2 years ago. That was a very interesting work, but it is necessary to get some other colleagues involved, because we are 2 to manage the legal clinic, which is a non-compulsory program in our university, and we are trying to get our new colleague involved, but this is a little bit difficult. I can imagine. That's one of the problems with clinical education, is it's a lot of work. Yeah. You can't just produce a lesson plan and then use that lesson plan for the next 20 years. Every day there's something new that you have to come up with, some new strategy, some new case. So clinical professors, I mean, I'm sorry if this, I hope this doesn't insult anybody, but clinical professors tend to work harder than their colleagues who are purely in the classroom. Oh shoot! I just got off on that tangent. I was gonna ask a specific question. It'll come to me later. Sorry. This happens more with age. I just hope my dean hear you well about the lot of work we are producing. Est-ce que je peux suggérer une dernière chose? J'ai une collègue, c'est l'Université de l'État de Rio. Ils sont très spécialisés en droit international privé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rattaché à leur clinique juridique l'activité de préparation au MOOT de Vienne, comme une activité, disons, rattachée à la clinique juridique, la préparation, pas pour tous, pour un groupe d'élèves, pour participer à ce genre de MOOT, de compétition internationale. Parce que comme ça, les étudiants développent des activités de soutenance. C'est fictif, ok, ce n'est pas une activité réelle à la barre. Peut-être, comme il y en a plusieurs MOOT, peut-être identifier un. Je ne sais pas si l'université travaille déjà avec un MOOT, mais peut-être celui, je ne sais pas, des droits maritimes, droits de l'homme, etc. Peut-être viser sur ça, ça serait peut-être une stratégie aussi. Oui, en vérité, on a un ressort qu'on n'a pas exploité encore, mais qui pourrait l'être, c'est de recenser l'ensemble des activités qu'on peut classer dans experiential education, qui est utilisé aux États-Unis, qui intègre les stages, l'équivalent des externships, l'éducation clinique, la participation à des concours de plaidoirie, les simulations de procès, parce qu'en vérité, on les pratique déjà dans différents masters, avec des formes très diverses, très hétérogènes, mais il serait très simple de tout rassembler et d'afficher
une éducation expérientielle qui existe d'ores et déjà. Il y a un aspect simplement nouveauté derrière le terme clinique qu'on aimerait pouvoir exploiter à la fois, j'ose dire, l'aspect marketing, parce que vous l'avez dit, hein, c'est un élément de présentation d'une faculté de droit, ça devient un facteur d'attractivité en France, et puis aussi parce qu'on a un nouvel objet à exploiter pour nos étudiants, pour mieux les préparer, avec, je mets les pieds dans le plat, un reproche qui est fait à l'université d'un manque de professionnalisation. Donc on nous reproche de ne pas suffisamment préparer nos étudiants à entrer et à être immédiatement opérationnels. Et dans le même temps, on a des écoles professionnelles qui ont été créées pour pallier ce reproche qui nous était fait, l'école des avocats, pour remédier à ce reproche qui nous était fait. Et ces écoles professionnelles sont des universités bis. C'est-à-dire qu'elles reproduisent nos cours et elles manquent de former aux aspects professionnels. Donc finalement, les cliniques, c'est l'effet boomerang de cet effort de professionnalisation que fait l'université. C'est là où vraiment vos expériences sont intéressantes, c'est qu'on essaie de capter ce qui peut être fait, la palette des possibles, pour pouvoir les adapter ensuite, si nous pouvons, chez nous, à travers soit une formation, on en a une, ou soit la clinique de façon plus générale. Dans les discussions que vous avez eues avec éventuellement le barreau, ils assimilent ce qu'on peut trouver des fois dans certains organismes, l'analyse des pratiques à du conseil juridique. Parce qu'il y a ça, moi, c'est quelque chose, je me questionnais sur notre capacité à intégrer des groupes d'analyse de pratique. Par exemple, je sais qu'il y en a par exemple, des structures qui accueillent les mineurs ou des hôpitaux. Les professionnels font des sessions où ils viennent présenter les cas difficiles qu'ils ont eus au cours du mois. Et en fait, on débriefe, on discute, on recadre. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Et je me questionnais sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour nous, juristes, d'arriver à intégrer ces sessions-là, parce que notamment sur les institutions qui accueillent des personnes, les hôpitaux ou les mineurs, il y a énormément de questions juridiques, ils n'ont pas de relais, il n'y a personne. Et dans des sessions d'analyse de pratique, on pourrait recadrer, on pourrait dire, ce que vous avez fait là, c'est peut-être pas forcément conforme au cadre, voilà comment on pourrait amener à une conformité. Est-ce que ça serait du conseil juridique qu'on pourrait nous reprocher, ou est-ce qu'on pourrait y aller, essayer de forcer un peu les choses dans cette direction-là? Parce que nos étudiants, voilà, ils pourraient y aller, C'est une piste que je trouve très très intéressante. Je m'étais jamais fait la remarque, mais cette analyse des pratiques, oui, c'est pas du conseil. Non. Non, on est plutôt comme dans de la formation, ou quand on a des questions dans les formations continues de professionnels qui nous disent, voilà, j'ai eu ce cas-là, voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu l'esprit qu'on essaie d'insuffler dans une forme d'enseignement clinique. Ouais. On essaie d'expérimenter ça, mais à l'échelle des petits cas qui peuvent nous être soumis. Mais ce que tu évoques est très intéressant. Mais c'est quelque chose de plus organisé. Ouais, parce que j'ai l'impression, moi, dans beaucoup de formations que je fais avec des professionnels, ils me parlent tous de ces analyses de pratique. Mais en fait, il n'y a jamais de juriste dans ces sessions-là. Oui. Et je me dis que si on arrivait à faire des connexions avec, peut-être lancer quelque chose, je sais pas, avec... Bon, moi, c'est plutôt les mineurs, mais après, ça peut être, je vous dis, plein d'autres trucs. Ça pourrait peut-être ouvrir une piste. Est-ce que je peux suggérer un projet? Je sais que Lyon, pour faire la publicité favorable à Lyon 3, je me rappelle quand j'étais ici, Lyon 3 est très connu, fort pour les droits médicaux. Il y avait beaucoup de soutenance de thèses, etc. Peut-être quelque chose qui rapproche les professionnels médicaux aux élèves, aux doctorants, aux choses comme ça. Bon, aux doctorants, je pense que ça n'intéresse pas pour la clinique juridique, je ne sais pas. Excusez-moi. Disons que si on reste sur le terrain des analyses pratiques, la richesse des remontées de terrain est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qu'on voudrait essayer de faire en faisant de la recherche de terrain. Alors, je ne connais pas l'état des pratiques universitaires au Brésil et aux États-Unis, mais en France, les recherches sont très descendantes. On part des textes, de l'étude de la jurisprudence, et de là, on construit la réflexion juridique. On a une minorité d'études empiriques, où on part des données de terrain pour en induire de l'information sur l'état du droit. Et la clinique aimerait, en tout cas, c'était quelque chose qu'on aimerait développer, cette recherche de terrain, et l'analyse des pratiques est connexe, finalement, à ces études empiriques. C'est pour ça que je trouve ça très, très intéressant.
It's interesting because in the United States, I told you that really clinical legal education 20, 30 years ago was really just getting going. One of the results of clinical legal education becoming, and experiential education generally, becoming so central to the curriculum is that it's given rise to really a new genre of scholarly literature, ones that are very much informed by theory but that are grounded in practice. And again, like 20, 25 years ago, it was a novelty for clinical teachers to be producing respected legal scholarship in the United States. And now it's a whole respected genre. People have realized that there are important insights that are generated by scholars who are working in the trenches day in and day out. So my colleagues at University of North Carolina who teach in the clinical programs have just a startling scholarly record, placing their articles, not mine necessarily, but among my colleagues, placing their articles in just fabulous law reviews and other publications. So that's the future for you. J'ai une question, moi, pour Monsieur TORRES-PERREIRA sur l'intégration de la clinique dans la formation des étudiants. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire dans leur cursus ou est-ce que c'est vraiment du volontariat? Est-ce que si c'est du volontariat, c'est quelque chose c'est une pratique courante? Parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est presque un prérequis pour les étudiants pour ensuite être admis dans les gros cabinets d'avocats. Donc comment est-ce que ça se passe au Brésil et combien vous avez d'étudiants dans la clinique? Je vais être bref, mais par exemple, on a une réalité un peu différente. On a 3000 élèves à la faculté de droit. De ces 3000 élèves, d'habitude, on avait 800, 900 qui étaient sur la 4e, 5e année. Alors, ils étaient censés suivre la formation à la clinique juridique. Heureusement, pas tous étaient là-bas parce que ça serait incroyable. Mais l'une des règles, même par les barreaux, c'est qu'ils font déjà un stage, soit dans un cabinet, mais pas n'importe quel cabinet. C'était un cabinet qui serait, disons, reconnu, qui a un sceau du barreau d'avocat, il serait exempt de faire les activités à la clinique, ou soit un stage, pas dans toutes les institutions, mais par exemple, dans les tribunaux ou auprès de la défenserie publique. Alors, de ces 800, 900, disons 300, 400, faisaient encore des activités à la clinique juridique. Ils étaient répartis entre 10, 15 professeurs, avocats, qui avaient, disons, les sessions une fois à la semaine avec les étudiants et qui partageaient leurs clients, les personnes qu'ils assistaient gratuitement entre ces 20 élèves. C'était un peu comme ça, le travail. C'était dur. On a toujours une surcharge de travail. C'est incroyable. Il y a une évaluation qui était prévue ou comment est-ce que les étudiants étaient évalués pour leur activité clinique? Ils étaient évalués parce que tous suivent les crédits théoriques en salle de cours, tous. Mais ceux qui font les activités pratiques à la clinique, c'était les crédits pratiques. Les crédits pratiques, ils étaient évalués par l'avocat, le professeur qui était responsable de les surveiller, selon leur travail. Ils ont produit un document pour les procès. Ils ont accompagné l'avocat à une audience devant les juges. C'était un peu libre, mais l'avocat, le professeur utilisaient, disons, leur travail théorique. Mais comme il y avait beaucoup de clients, beaucoup de travail, tous les élèves avaient au moins produit un document, avaient participé à une séance avec l'avocat devant les juges. Il y avait toujours un corpus suffisant pour évaluer chaque élève. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je clôture cette conférence et je vous remercie encore une fois pour vos interventions.